Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Hier, le 1er février 2026, notre cher Abd a coupé le ruban rouge d'un tout nouveau bijou ferroviaire, le fameux train Red Barchar. Oui, un train. Et là, il faut lever une confusion monumentale. Certains ont cru qu'on avait lancé l'exploitation minière de Erbilé ou que le méga complexe industriel avait enfin démarré. Eh bien non, pas du tout. Ce qui a été lancé, c'est le rail. Un trajet de 950 km traversant le désert, reliant Bilet à Barchar. Rien de plus, rien de moins. On en a parlé plus tôt dans une première émission, mais visiblement, il fallait le redire. Ce n'est pas la mine qui démarre, c'est le train qui roule. Bon, reprenons un peu depuis le début, parce qu'apparemment, certains détails ont été noyés sous les effets d'annonce. Le projet Erbilé, officiellement inauguré le 30 juillet 2022, ça c'est la version sur papier glacé, est censé produire du minerai de fer. Censé, oui, car dans les faits, la machine tourne au ralenti. Rien n'est vraiment prêt à 100%, loin de là. Et dans cet épisode, on va plonger dans les entrailles d'un chantier truffé de chiffres douteux, de projections fantaisistes et de calculs à la limite du mensonge. Oui, on ose le mot. Sur lesquels les autorités se sont appuyées pour faire briller ce projet aux yeux du public. Maintenant, remettons les pieds sur terre. Ce qu'on a vu hier, c'est pas un démarrage industriel révolutionnaire, c'était un train. Un très joli train, certes, avec ses ponts flambant neufs, ses locomotives toutes brillantes et un tracé majestueux traversant le désert. Il faut le reconnaître, 950 km de rails plantés au milieu du sable, c'est un exploit d'ingénierie. On va pas faire semblant, c'est impressionnant. Mais au fond, ce train-là, pour l'instant, c'est un peu comme une vitrine sans magasin derrière. Belle devanture, mais rien encore sur les étagères. Alors, la vraie question, celle que personne ne semble vraiment poser, c'est à quoi va servir ce train? Pas en apparence, mais dans le concret, pour l'économie du pays. Est-ce que ce monstre d'acier va réellement générer de l'emploi? Est-ce qu'il va faire tourner l'économie, créer de la richesse, ouvrir la voie à plus d'exportations, diversifier les revenus? Ou est-ce qu'on vient simplement de planter un monument au milieu du désert, aussi impressionnant qu'inutile? On peut bâtir le palais le plus somptueux au milieu de l'océan, mais si personne n'y vit, à quoi bon? Voilà où se situe le vrai débat autour de Erbilé. Est-ce un levier de croissance ou un mirage industriel? Et puis, soyons clairs une bonne fois pour toutes, ce train-là, ce n'est pas pour vous ni pour moi. Ce n'est pas une ligne pensée pour les familles, les étudiants ou les touristes. Non, c'est un train minéralier, un train pour le fer. La population entre Tindouf et Barchar, c'est moins de 500 000 personnes, et encore en comptant large. 2 trains pour passagers par jour, histoire de dire que le service public existe. Mais l'essentiel, le vrai cœur du projet, c'est 24 convois de marchandises par jour qui fileront à 80 km/h à travers le désert, chargés de minerais de fer et de matériel d'extraction. Ce n'est pas un projet de mobilité pour le peuple, c'est une autoroute ferrée pour les tonnes de cailloux rouges de Erbilé. Un projet logistique, pas un service citoyen. On le sait tous, un service public n'a pas besoin d'afficher du bénéfice pour exister. Ce n'est pas une entreprise privée. On ne demande pas à une ligne de train d'être rentable quand elle permet à une maman d'aller voir son fils hospitalisé ou à une famille de se retrouver pour les fêtes. Regardez Alger-Oran. Déficitaire, mais personne ne crie au scandale parce que ça rend service, tout simplement. Dans la plupart des pays, la logique est claire. Le confort des citoyens passe avant les comptes d'exploitation. En France, par exemple, on construit des lignes même là où c'est pas rentable, parce que la mobilité, c'est un droit. Mais dans le cas de notre train flambant neuf entre Tindouf et Barchar, soyons honnêtes, ces arguments ne tiennent pas. Parce que pour justifier un transport public, encore faut-il qu'il y ait du public. Barchar, c'est quoi? À peine 200 000 âmes. Tindouf? Peut-être 60 000 habitants en étant optimiste. Même si on additionne tous les civils, les réfugiés, les soldats et les chameaux, on frôle tout juste les 400 000. Et entre nous, vous voyez les militaires poser leur calache pour monter dans un wagon? Surtout quand des avions militaires assurent déjà la liaison Boufarik-Tindouf. Moi non. Bref, en retirant les uniformes du calcul, il reste quoi? Une poignée d'usagers tout au plus.
À peine de quoi remplir 2 rames par jour. Alors oui, ce train n'est pas un simple caprice architectural, c'est le bras logistique d'un projet industriel. Et qui dit industrie, dit forcément rentabilité. Eh bien justement, c'est là que le bât blesse. Car l'avenir de cette ligne de fer repose entièrement sur celui de Air-Billet. Et pour l'instant, ce fameux Air-Billet ressemble plus à une promesse floue qu'à une machine bien huilée. Officiellement lancé en juillet 2022, ce chantier devait progressivement monter en puissance. Sauf qu'on est très loin du compte. Les objectifs, toujours pas atteints. Les phases de développement, décalées, diluées dans le temps. Ce qu'on ne dit pas trop fort, c'est que la mine ne tournera vraiment à plein régime qu'en 2040. Oui, vous avez bien entendu. Pas dans 2 ans, pas dans 5, dans 14. D'ici là, on navigue à vue. Entre 2024 et 2026, on espère grappiller entre 2 à 4 millions de tonnes de fer par an. Un chiffre dérisoire vu les ambitions affichées. Et le plus croustillant, c'est qu'en 2025, on a carrément vendu à Tebboune le conte de fées des 2 millions de tonnes produites, alors qu'en coulisses, les machines n'avaient même pas craché le quart. Résultat, le patron de Sonarem, l'entreprise publique en charge des exportations, a été viré, après avoir tenté de démissionner lui-même sans succès. Pourquoi? Parce qu'en interne, c'est l'opacité totale. Aucune transparence. Rien n'a été dit aux citoyens sur le vrai calendrier, à savoir qu'avant 2032, on espère atteindre 20 millions et que l'objectif final, 50 millions de tonnes, n'est prévu que pour 2040. Bref, on est encore très, très loin du rêve industriel qu'on nous vend. C'est un marathon, pas un sprint. Dès qu'on parle d'un projet industriel qui s'étale sur plusieurs décennies, la première question qui vient à l'esprit, c'est simple. Est-ce que ça va rapporter gros? Les autorités algériennes, elles, n'hésitent pas une seconde. Bien sûr que oui, ce sera un tournant historique pour l'industrie nationale. Pourquoi autant d'assurance? Parce qu'elle s'appuie sur des prévisions qu'on n'a jamais vues. Des chiffres tenus secrets, des hypothèses jamais vérifiées, et surtout, soyons clairs, des données fausses ou au mieux très douteuses. Alors, creusons un peu. De quels chiffres parle-t-on? Et surtout, quel est le vrai souci? Car oui, il y a un éléphant au milieu de la pièce, la mine de Gara-Djebile. Tout le monde la connaît, tout le monde en parle. Plus de 3 milliards de tonnes de minerai de fer, c'est la 3e réserve mondiale, rien que ça. Dit comme ça vend du rêve. Sauf que, voilà le hic, ce n'est pas du fer propre. Contrairement aux gisements plus classiques comme ceux de Wenza ou Tébessa, le fer de Gara-Djebile est bourré de phosphore. Et ça, dans le monde de la sidérurgie, c'est comme du sable dans un moteur. Un cauchemar. 0,8% de phosphore. Dit comme ça ne vous parle peut-être pas. Pour quelqu'un de lambda, ça semble minuscule, presque négligeable. Et pourtant, dans l'univers ultra exigeant de la sidérurgie, c'est une catastrophe chimique. Pour qu'un acier passe les standards internationaux et soit bon pour la vente, il faut que le taux de phosphore reste sous la barre des 0,05%. Pas un dixième de plus. Du coup, avec ces 0,8%, et même jusqu'à 1,3 ou 1,5% dans certaines poches du gisement, Gara-Djebile, c'est carrément un cauchemar pour les ingénieurs. Et c'est là qu'apparaît le mot magique, la déphosphoration. Un joli terme qui, en réalité, veut dire « on va devoir laver ce fer comme jamais, le purifier à fond », ce qu'on ne fait quasiment pas avec les gisements du Nord comme Wenza ou Tébessa. Là-bas, on creuse, on charge, on vend. Ici, il faut traiter chimiquement, dépenser une fortune, et tout ça avant même de pouvoir commencer à l'acheminer vers les usines du Nord. Résultat? Tant d'années sans exploitation, non pas par manque de fer, mais parce que ce fer-là coûte trop cher à rendre exploitable. Retour en arrière. Des années 70 jusqu'au début des années 2000, on savait déjà que le fer de Gara-Djebile était chargé en phosphore. Mais à l'époque, soyons honnêtes, la technologie n'était pas à la hauteur. Aucun procédé ne permettait de purifier ce genre de minerai à un coût raisonnable. Bref, on savait qu'il y avait un trésor, mais impossible d'en extraire la valeur sans exploser le budget. Puis arrivent les Chinois. Et là, changement de décor.
Grâce à leurs avancées technologiques, plusieurs entreprises venues de l'Empire du Milieu, dont on parlera un peu plus loin, ont développé un véritable savoir-faire. Oui, aujourd'hui, on sait comment traiter ce minerai, mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit, loin de là. Le ticket d'entrée pour nettoyer ce fer? Entre 1,5 et plus de 2 milliards de dollars. Rien que ça. Alors pourquoi le gouvernement algérien croit-il que ce pari est jouable? Parce qu'il mise sur un partenariat avec ses entreprises chinoises. Le plan est simple. Chauffer le minerai à très haute température, c'est ce qu'on appelle le traitement thermique, puis le plonger dans des bains chimiques pour faire fondre le phosphore sans ruiner la teneur en fer. Un peu comme faire cuire un gâteau toxique pour en retirer l'arsenic sans cramer la farine. Sauf que ce gâteau-là coûte quelques milliards à préparer. Mais attendez, ce n'est pas fini. Après avoir fait cuire le minerai comme une pizza en fusion et l'avoir plongé dans un cocktail chimique bien corsé, il reste encore une étape clé. La concentration. En gros, il faut que le minerai final ressorte avec au moins 60% de fer pur et un taux de phosphore suffisamment bas pour que ça passe les normes internationales. Si ce n'est pas le cas, c'est retour à la case départ. Mais là où ça devient vraiment intéressant, ou plutôt coûteux, c'est le recyclage. Tous les produits chimiques utilisés pour laver le fer, il faut les réutiliser. Sinon, il faudra en racheter à tour de bras. Et ces petits cocktails industriels, ça ne pousse pas sur les arbres, ça coûte une fortune. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'un budget annuel de 1,5 à 2 milliards de dollars rien que pour l'étape de déphosphoration. Oui, vous avez bien entendu, par an. Et ça, c'est sans compter les surprises. Alors bien sûr, le prix pourrait baisser. Si on recycle bien, si le rendement est bon, si le marché suit... Bref, si tous les voyants sont au vert. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la facture démarre très haut et qu'elle dépendra totalement de notre capacité à gérer cette usine comme un horloger suisse sous stéroïdes. Si vous vous demandez pourquoi le gouvernement algérien reste aussi confiant dans ce projet, c'est parce qu'il s'appuie sur des chiffres qu'il juge très rassurants. D'après ses calculs, la mine de Garadjibilet est une pépite. Pourquoi? Parce qu'elle est à ciel ouvert, donc pas besoin de creuser des kilomètres sous terre ni de mobiliser une armée de foreuses. Résultat, le coût d'extraction est ridicule. À peine 5 $ la tonne, du jamais vu. À titre de comparaison, à Wenza ou dans les mines de Tébessa, il faut compter le double, voire le triple, tellement les gisements sont épuisés. Il faut creuser profond, forer, explorer, pomper, un vrai chantier. Tandis qu'à Garadjibilet, on gratte à peine la surface. Et hop, le fer est là. Du moins en théorie. Mais ce n'est que la première ligne du devis. Le gouvernement estime que la déphosphoration coûte entre 15 et 20 $ la tonne. Ajoutez à ça 8 $ pour le transport, grâce à notre fameux train fraîchement inauguré, et on arrive à un sous-total. Et n'oublions pas les petits bonus. Eau, gaz, électricité, bref, tout ce qu'il faut pour faire tourner la machine. Selon leurs estimations, ça coûte environ 10 $ de plus par tonne. En additionnant tout ça, l'État algérien est convaincu qu'on peut produire du minerai de fer prêt à l'export pour un prix total oscillant entre 38 et 40 $. Et au pire, si tout va mal, 50 $ max. Sur le papier, c'est du gâteau. Dans la vraie vie, on en reparlera. Quand le président Tebboune a jeté un œil aux prévisions économiques, il a dû se frotter les mains. Selon les calculs transmis par ses équipes, on tenait l'affaire du siècle. Pourquoi? Parce que sur le marché international, la tonne de fer se vend entre 100 et 120 $. Et si, comme le prétendait le rapport, l'Algérie pouvait produire sa tonne pour à peine 40 ou 50 $, c'était bingo. Un bénéfice de 50% facile. De quoi rêver tout haut à devenir le Qatar du fer, comme certains l'ont surnommé avec enthousiasme. Un pays qui inonde le marché avec du fer low cost, mais plein les poches. La belle histoire. Sauf que tout ça, c'est du scénario de conte de fées. Les fameux 15 $ par tonne pour la déphosphoration? Une douce illusion. Le président, lui, n'a reçu que la version optimiste, bien emballée, sans la moindre mention du scénario réaliste. Et ce scénario-là fait beaucoup moins rêver. Car en vérité, purifier ce minerai coûte cher, bien plus que prévu. Pourquoi? Parce que le phosphore ici, ce n'est pas juste une poussière qu'on essuie. Il est incrusté dans la structure même du minerai, imbriqué dans le cœur du fer.
Il ne suffit pas de laver, il faut employer des techniques avancées, comme le grillage magnétique ou la lixiviation acide. Et devinez quoi? Ces méthodes sont complexes, longues et surtout très chères. Les Chinois savent les utiliser, mais même eux ne les font pas pour des cacahuètes. Résultat? Le vrai coût n'est pas de 15 $, mais plutôt entre 35 et 40 $ la tonne. Autant dire que le rêve s'effrite. Oubliez les 15 $ par tonne. Ça, c'est du rêve en promo. En réalité, on tape dans du 35 à 40 $ minimum, et encore si tout se passe bien. Pourquoi une telle envolée? Parce que purifier ce minerai, ce n'est pas une promenade de santé. Il faut des réactifs chimiques apportés, une consommation énergétique énorme, électricité, chaleur, gaz, sans parler de l'eau en quantité industrielle pour les traitements thermiques. Et là, attention, accrochez-vous. Ces fameux réactifs, on doit les acheter à l'étranger, principalement à la Chine, parce qu'on ne les fabrique même pas localement. Or, avec un dinar qui s'écroule, chaque tonne de produits chimiques devient une petite saignée dans le budget. Et si la demande mondiale grimpe, les prix suivent, bien sûr. Résultat, coût incalculable, instabilité assurée. Et ce n'est pas fini, parce que pour traiter une seule tonne de minerai, il faut entre 2 et 5 millions de litres d'eau. Oui, vous avez bien entendu. Donc, pour 2 millions de tonnes, on parle de plusieurs milliards de litres d'eau. Problème? À Tindouf, l'eau douce, c'est comme les mirages. Elle est rare, profonde, salée et difficile à pomper. Le dessalement coûte une fortune, le transport encore plus, et cerise sur le gâteau, les déchets liquides issus du traitement chimique sont toxiques et menacent de contaminer les nappes phréatiques du désert. Bref, entre la facture écologique et la note énergétique, la tonne de fer made in Sahara commence à coûter bien plus cher que prévu. Et surtout, plus cher que rentable. Alors oui, on peut toujours rêver d'une déphosphoration à 15 $ la tonne. Mais dans le monde réel, c'est de la science-fiction low cost. Pourquoi? Parce qu'en plus de devoir purifier le fer, il va falloir recycler. Et pas qu'un peu. L'eau utilisée dans le processus, il faudra la retraiter. Les produits chimiques, il faudra les récupérer, les filtrer, les réutiliser. Tout ça demande des installations complexes et des investissements colossaux. Bref, impossible de rester sous la barre des 15 $. Les calculs présentés à Tebboune, complètement déconnectés du terrain. C'est de là que naît le fantasme. Cette idée que Garadjibilet pourrait produire du fer pur à bas prix est un mythe bien entretenu. Rien que pour acheminer l'eau jusqu'à Tindouf, il faudrait créer un méga pipeline depuis Adrar ou Timimoun sur plus de 1300 km avec un coût estimé entre 4 et 5 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que dans le désert, l'eau douce est une ressource aussi rare qu'un cactus qui pleure. Et avec le changement climatique, la situation ne va pas s'arranger. En clair, ça va nous coûter une fortune. Et ce n'est pas fini. Si on prend du recul et qu'on regarde le tableau global, le vrai coût de production d'une tonne de fer à Garadjibilet, c'est pas 40 $. C'est au-delà de 80. Et sur un marché mondial où le fer se vend à 100, parfois à 90, voire moins, la marge devient ridicule. 10 $ de profit, quand tout va bien, face à des milliards d'investissements initiaux, c'est un pari risqué. Et même si on choisissait de tout miser sur l'export brut, il faudrait attendre au moins 10 à 15 ans pour commencer à voir des bénéfices. Et dans 15 ans, qui sait? Le monde aura changé, les matériaux aussi. L'acier sera-t-il encore la base de la construction mondiale? Rien n'est moins sûr. Et si la Chine, qui consomme la moitié du fer mondial, ralentit sa demande? Les prix pourraient s'effondrer. Conclusion? On est peut-être en train d'investir des milliards pour fabriquer un produit que personne ne voudra acheter. Je parle ici d'acier, pas simplement de minerai brut. Parce que pour exporter ce fameux fer, il ne suffit pas de le déterrer et de le mettre sur un bateau. Il faut d'abord lui ajouter de la valeur, le transformer. Et ça, c'est un tout autre chantier. Que dit l'État à ce sujet? Pas d'inquiétude, même si les prix du minerai chutent sur les marchés mondiaux, on ne vendra pas brut. On va fabriquer du rond à béton, des rails, de la tôle. Bref, on va créer une industrie de transformation.
L'intention est belle. Sauf que derrière cette idée pleine de promesses se cache une addition salée. Transformer du fer en acier, ça demande des infrastructures lourdes, des investissements massifs. Exemple concret, l'usine de Béchar, un projet censé voir le jour, Inch'Allah, d'ici 2026, avec un coût estimé à plus d'1 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Encore une ligne qui s'ajoute à la facture déjà bien chargée du projet Gara-Djibilet. Et même en admettant qu'on y arrive, est-ce qu'on sera capable d'en produire suffisamment pour inonder le marché? Parce que pour exporter beaucoup, il faut produire beaucoup. Et produire beaucoup, dans le cas de Gara-Djibilet, signifie payer beaucoup. Nettoyer, purifier, transporter, transformer, exporter, chaque étape est un gouffre financier. Et puis, n'oublions pas le facteur invisible mais capital, les ressources. Entre l'eau et le gaz nécessaires pour faire tourner tout ça, le projet va consommer, dès ses premières phases, l'équivalent de ce qu'utilise une ville entière de 50 000 habitants. Et à pleine puissance, vers 2040, on parle de la moitié de la consommation en eau et gaz d'un pays entier. Rien que ça. Et ça, c'est pas de la spéculation. C'est Gara-Djibilet version XXL. Si on regarde froidement les chiffres, la consommation en eau et en gaz du projet Gara-Djibilet pourrait facilement rivaliser avec celle d'un pays entier de taille moyenne. Et tout ça, ce n'est pas gratuit. L'eau, ça a un coût. Le gaz aussi. Mais là où ça pique vraiment, c'est qu'au lieu de vendre ce gaz à l'international et encaisser de précieuses devises, on va le brûler sur place pour alimenter un projet dont la rentabilité est encore plus floue que la météo de 2040. En gros, on sacrifie des revenus étrangers pour produire de l'acier au futur incertain. Car personne ne peut garantir aujourd'hui que les prix du marché resteront hauts. Et si demain une chute, et si la demande mondiale s'effondre? Les grandes tendances le laissent déjà présager. Entre la transition énergétique et les révolutions technologiques, le monde dans 15 ans n'aura probablement rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Regardez ce qu'il s'est passé avec les voitures diesel. Avant 2019, c'était le roi de la route. Aujourd'hui, en 2026, ce sont les véhicules électriques et hybrides qui dictent la loi. Résultat, tous ceux qui ont misé gros sur les thermiques sont en train de perdre gros. Et là, on est peut-être en train de faire exactement la même erreur, mais avec l'acier. On refait exactement la même erreur. Cette fois, on parie tout sur l'acier, en se disant que d'ici 2040, date à laquelle le projet atteindra enfin sa vitesse de croisière, le monde en réclamera toujours autant. Mais justement, 2040, c'est aussi l'année que toutes les études pointent du doigt comme le tournant des matériaux. De nouveaux alliages, des composites, des fibres, bref, l'acier pourrait devenir obsolète, remplacé par plus léger, plus écolo, plus moderne. Alors, que fera-t-on si personne ne veut de notre acier Made in Sahara? On le consommera en interne? Très bien, mais sans exportation, pas de devise. Et sans devise, devinez quoi? Pas de rentabilité. En fait, tout ce projet repose sur des projections bancales, des calculs gonflés à l'optimisme et une bonne dose de storytelling pour le vendre comme révolutionnaire et stratégique. En vérité, les chiffres sont faux, les hypothèses exagérées et le coût final tellement élevé qu'avec cet argent, on aurait pu lancer 10 projets bien plus utiles, générateurs d'emplois et de revenus bien avant 2040. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo avec un exemple très concret. Préparez-vous, ça risque de piquer.